Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du massacre qui a eu lieu dans un village de Touraine en août 1944. Ce jour-là, 124 personnes âgées de 3 mois à 89 ans ont été assassinées par les nazis. Et pourtant, ce massacre, le second plus important en France par son nombre de victimes après celui de Radour-sur-Glane, ce massacre est aujourd'hui largement tombé dans l'oubli. Contrairement à Oradour, en Limousin, à Tulle en Corrèze ou d'autres encore, aucun des auteurs de ce massacre n'a été retrouvé ni condamné. Et pire encore, il faudra attendre près de 80 ans pour connaître enfin, avec certitude, le nom de l'unité responsable de cette tuerie. Le 25 août 1944, les troupes alliées libèrent Paris. Pendant ce temps-là, 124 personnes sont massacrées à Maillé, un petit village d'Indre-et-Loire. Après Oradour-sur-Glane, il s'agit du second plus grand crime de guerre perpétré en France par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis quelques jours, des escarmouches ont lieu entre la résistance et les troupes d'occupation autour de Maillé. C'est normal, nous sommes en août 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie depuis 3 mois, ils ont déjà libéré Le Mans et Orléans, et ils sont maintenant à moins de 50 km de Maillé. Et partout en France, en Sud-Touraine comme ailleurs, l'action de la résistance se fait de plus en plus pressante. La veille encore, un échange de tirs a lieu entre la résistance et les Allemands. Une voiture occupée par des FFI se serait présentée le 24 août vers 21h sur le chemin reliant la RN10 au château d'Argenson. Quelques coups de feu ont été tirés, mais il a été impossible d'obtenir des précisions. Les habitants des environs étant déjà rentrés, sont restés enfermés durant tout le temps pendant lequel ils ont entendu tirer. Des coups de feu ont également été entendus pendant une grande partie de la nuit à proximité de la route nationale 10, entre les communes de Maillé et Draché, mais les habitants n'ont pu fournir aucun renseignement. Étant restés enfermés, ils n'ont pu se rendre compte exactement de ce qui s'était passé. « 80 soldats allemands ont pris place discrètement dans les bois, au nord de Maillé. Un habitant de la commune voisine, Julien Cheb, qui part au travail à bicyclette, s'approche du bois où se cachent les militaires. Il ne les aperçoit pas, il est immédiatement abattu, sans doute pour qu'il ne puisse pas donner l'alerte, et son corps est hâtivement dissimulé. L'aviation alliée mitraille un convoi allemand qui circule sur la Nationale 10 à 2 km à l'est du village. Un camion qui tracte un canon de DCA est détruit, et comme ils n'ont pas d'autre véhicule pour déplacer ce canon, les soldats allemands décident de le saboter. Ils le sabotent afin qu'il ne tombe pas aux mains des Alliés ou de la résistance. Un autre canon de DCA, un 88 identique au précédent, est dissimulé non loin de là, dans la cour d'une ferme. L'aviation alliée mitraille également un train de transport de troupes sur la voie ferrée qui traverse Maillé. Les premiers coups de feu retentissent dans le village. Alors au début, tout le monde s'interroge, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un train de munitions qui explose, après les mitraillages aériens de tout à l'heure? Mais les détonations se rapprochent. Des coups de fusil, des rafales de fusils mitrailleurs. Peut-être s'agit-il plutôt d'un nouvel accrochage entre les résistants et ceux que tout le monde appelle les Boches. Mais il y a aussi toute cette fumée qui envahit progressivement le village. Un peu plus tôt, des sentinelles allemandes ont longé la voie ferrée. Elles se sont installées au nord de Maillé, tandis que d'autres militaires ont fait la même chose au sud-ouest, près de la gare. Ce sont probablement des soldats de la Wehrmacht, appartenant à des régiments de sécurité. Ils empêchent à la fois d'entrer et de sortir du bourg, et ils tirent sur toutes les personnes qui se trouvent à proximité. Toute la matinée, ils vont encercler les lieux du drame et en surveiller les accès. Puis, d'autres soldats se dirigent à leur tour vers Maillé. Mais cette fois, ce ne sont plus des soldats de la Wehrmacht,
ce sont des SS. La Wehrmacht, c'est l'armée allemande régulière. Et comme toute armée, elle est composée majoritairement de conscrits, c'est-à-dire d'hommes qui ont été mobilisés. En d'autres termes, ils ont été appelés à servir militairement leur pays. La Waffen-SS, quant à elle, c'est une organisation militaire qui dépend du parti nazi. Au début, elle se voulait élitiste, avec un recrutement basé sur le volontariat, mais rapidement, la création d'unités nouvelles et la nécessité de remplacer les pertes impliquent l'appel à des conscrits et à une forte baisse des critères de recrutement. Et ce sont donc ces SS qui vont procéder au massacre. Ils commencent par traverser 2 fermes à l'entrée du village, la ferme de la Heurtière et la ferme du Moulin. Et là, ils y tuent tout ce qui passe à leur portée, hommes, femmes, enfants et même les animaux. Puis ils mettent le feu aux 2 fermes, laissant derrière eux les 2 fermes en flammes et les cadavres de leurs habitants. Les SS se dirigent maintenant vers le centre du bourg. Ils progressent peu à peu dans le village et commencent à massacrer tous ceux et celles qu'ils rencontrent. D'une rafale de pistolets mitrailleurs, d'un coup de fusil ou de pistolet, et même de grenades, voire de baïonnettes. Dans leur procès-verbal d'une 15aine de pages, l'adjudant Cubaud, les gendarmes Richard, Châtel, Guichard et Béringue rapportent ce qu'ils ont pu voir et constater, puisqu'ils ont essayé de se rendre à Maillé dès 10h30, moins d'1 heure après le début du massacre. Ce jour-là, 25 août 1944, nous, gendarmes à la résidence de Sainte-Maure, département d'Indre-et-Loire, revêtus de notre uniforme et conformément aux ordres de nos chefs, à notre caserne, notre attention a été attirée par une épaisse colonne de fumée s'élevant de derrière la montée de la Liberté, à proximité de la route nationale 10. Nous nous sommes aussitôt rendus dans cette direction et avons constaté en arrivant, auprès du bourg de Maillé, que la plus grande partie de la localité était en flammes. Ayant tenté de pénétrer dans l'agglomération, nous avons essuyé de nombreux coups de feu tirés de toutes parts dans la campagne par des soldats allemands, cachés dans les haies et la campagne environnante. Des soldats allemands rencontrés sur notre passage, et semblant chargés de surveiller les abords de la localité, se sont opposés à notre arrivée dans le bourg en nous menaçant de leurs mitraillettes et nous ont sommé de faire demi-tour. Ceux-ci tiraient franchement sur toute personne apparaissant dans la campagne, ou même occupée aux travaux des champs, ainsi que sur celles tentant de s'approcher ou de pénétrer dans le bourg de Maillé. Ce procès-verbal de gendarmerie est le premier acte judiciaire concernant le massacre de Maillé. Rédigé immédiatement et terminé 4 jours seulement après le massacre par des témoins directs de celui-ci, ce texte va être la pièce maîtresse de toute la procédure qui va suivre pour tenter de retrouver les auteurs de ces crimes de guerre. À la vérité, peu de progrès substantiels vont être réalisés ensuite par rapport au travail initial des gendarmes. Tout au long des 15 pages de ce procès-verbal, ils décrivent minutieusement l'horreur du massacre. Dans la rue principale gisaient çà et là 13 cadavres parmi lesquels se trouvaient 2 femmes et un enfant. Parmi ces cadavres, 7 se trouvaient en centre du bourg, en face de la maison Guérin, les uns à côté des autres, en travers de la rue. Dans le chemin conduisant à la ferme de la Heurtelière et à une dizaine de mètres de la route de Nouâtre, 4 nouveaux cadavres, dont un homme, une femme et 2 enfants, gisaient également. Le père et les 2 enfants étaient accrochés ensemble, alors que le corps de la femme se trouvait à 1 mètre environ. De nombreux cadavres ont également été découverts carbonisés et déchiquetés dans les maisons incendiées. Par les traces relevées sur les corps, il semble que ces victimes ont été tirées à très courte distance. Parmi les 7 cadavres découverts ensemble dans la rue principale, 2 étaient entièrement grillés et ne portaient plus sur les jambes que quelques lambeaux de vêtements. L'incendie allumé par les troupes allemandes a détruit en entier 18 maisons, leurs dépendances et les récoltes. 22 maisons et dépendances ont été détruites partiellement. Le bourg de Maillé comprend au total 70 immeubles, sur lesquels 8 seulement sont sortis indemnes de cette calamité. Les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants jonchent maintenant les rues et les ruines des maisons incendiées. Pourtant, le calvaire de Maillé n'est pas encore terminé. Au cours de l'après-midi de cette même journée, les restes de l'agglomération de Maillé ont été bombardés par un tir d'artillerie qui a duré une partie de l'après-midi. Les pièces mises en batterie sur la localité étaient au nombre de 2, dont une située sur le chemin de la Coupelière, a été détruite par l'aviation avant d'avoir pu opérer. La deuxième, placée à la ferme de la Villière, a tiré sur l'agglomération 87 obus du calibre 88. Les douilles ainsi que les caissons ont été laissés en dépôt chez M. Vincent, à la Villière. La formation à laquelle appartenaient ces pièces n'a pas pu être établie. De plus,
De 21h à 24h le 25 août, 4 trains se dirigeant vers Tours se sont arrêtés en face de la localité de Maillé. De chacun de ces trains, occupés par des troupes allemandes, des coups de feu provenant d'armes légères ont été tirés sur l'agglomération. Ces trains semblaient avoir reçu, à distance, des ordres du lieutenant Schluter, qui avait commandé la fusillade du matin et le bombardement de l'après-midi. « 124 personnes ont été méthodiquement assassinées, une par une, famille après famille, maison après maison, et celles qui avaient échappé au massacre ont souvent été tuées lors du bombardement qui a suivi. 124 cadavres que les familles et les voisins vont devoir relever dans les rues, dans les maisons en ruine. Une grande partie des personnes ont été enterrées à Maillé, quelques-unes enterrées dans les communes voisines immédiatement après le massacre. Hormis les caveaux familiaux qui sont tout autour de nous, là nous nous trouvons vraiment à l'emplacement où a été creusée une fosse commune le lendemain du drame. Il faut vraiment imaginer que au moment même où le massacre a lieu, dans les communes voisines, tout le monde a conscience qu'il se passe quelque chose de grave. Entre les coups de feu, les coups de canon, la fumée aussi qui s'élève du village, les gens ont conscience qu'il se joue un drame à Maillé. Et dès le lendemain, dès que l'accès au bourg va être possible, dès que les Allemands vont libérer l'accès au bourg, des hommes vont venir voir à quoi ils peuvent être utiles, et on va notamment avoir plusieurs groupes d'hommes qui vont se lancer dans la fabrication de cercueils pour pouvoir inhumer les victimes. C'est ce qui va permettre, dès le 27 août 1944, d'avoir une sépulture organisée, donc avec l'enterrement d'une partie des victimes à Maillé, le creusement de cette fosse commune, où vont être enterrées toutes les personnes qui n'ont pas de caveaux familiaux à Maillé. La fosse commune a disparu. Dans les années d'après-guerre, les personnes qui n'étaient pas originaires de Maillé ont pour beaucoup été exhumées. Les familles ont réclamé les corps pour les acheminer dans des caveaux familiaux dans d'autres communes. Donc beaucoup de corps vont être exhumés et envoyés partout en France, là où les familles les réclamaient. Il va rester quelques tombes familiales, donc on a de part et d'autre du monument. Ce sont des corps qui n'ont jamais été réclamés, des familles qui ont été entièrement décimées le jour du massacre, donc personne n'a pu réclamer les corps. Et ces dernières années, ça date de la pandémie, ça date du confinement, on a pris le temps de faire un travail de recherche pour essayer d'identifier les lieux d'inhumation de nos victimes qui avaient été exhumées après la guerre. On savait que beaucoup de corps avaient été envoyés dans toute la France, mais on ne savait pas la localisation de ces tombes. Et donc, à l'heure actuelle, il nous reste une tombe qu'on n'a pas localisée, qu'on n'a pas identifiée, mais autrement, on a pu retrouver les sépultures de l'immense majorité de nos 124 victimes, même celles qui avaient été envoyées dans des régions parfois lointaines. Rapidement, les communes voisines, puis celles du département, mais aussi des particuliers viennent en aide aux survivants. On héberge ceux dont les habitations sont détruites. Des meubles, des vêtements, des chaussures, du linge, de la vaisselle sont spontanément donnés, tandis que des collectes viennent compléter les aides financières d'urgence qui ont été versées par les autorités. En octobre, puisque l'école a été détruite, c'est la salle de bal qui accueille les enfants survivants pour une rentrée scolaire tardive. Monsieur et Madame Gandard, les instituteurs, notent tristement l'absence de 24 de leurs élèves, âgés de 6 à 14 ans. Les quelques maisons qui n'ont pas été entièrement détruites par l'incendie ou le bombardement sont hâtivement retapées pour servir d'abri provisoire pour les survivants, tandis que des baraques en planches sont sommairement édifiées en entendant la reconstruction que l'on commence à évoquer dès le mois de septembre. Celle-ci commencera l'année suivante.
Le nom de Maillé franchit rapidement les frontières puisque des aides financières substantielles arrivent de la communauté française établie en Afrique équatoriale. Tandis qu'un couple de riches américains, Kathleen et Gerard Hall, bouleversés par cette tragédie, vont faire énormément pour faire revivre la commune. Rapidement, la population s'interroge. Comment expliquer une telle violence ? Depuis le début de l'occupation, la population cohabitait avec les Allemands de manière plutôt pacifique. Faute d'autres explications, alors que la vie reprend, les habitantes et les habitants considèrent que le massacre est une réponse aux actions de la résistance locale. Donc tu disais que les causes du massacre que l'on a tendance à répéter un petit peu trop souvent ne sont pas forcément les bonnes. Non, parce que évidemment, si on regarde aux alentours de Maillé, on va forcément trouver quelques actions de résistance qui vont servir à justifier, à expliquer le massacre commis par les Allemands. Alors qu'en fait, quand on recule la caméra, on voit bien qu'il n'y a pas plus de résistance à Maillé qu'ailleurs, et qu'il y a même des endroits, des régions de France, quelques secteurs, où il y a beaucoup plus d'actions de résistance, et où là-bas, on n'a même pas une tentative de répression. On va même pas avoir 1 ou 2 hommes fusillés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le massacre de Maillé, c'est le produit d'un contexte particulier et d'une chaîne hiérarchique particulière. Pour faire simple, à partir de la fin de l'année 1943, les Allemands considèrent que le territoire français, qui était auparavant un territoire allié des Allemands ou neutre, est devenu hostile à leur présence, et ils craignent qu'au moment du débarquement, la résistance va multiplier les actions et que finalement ça les empêche de concentrer l'ensemble de leurs forces sur les plages pour repousser les Alliés. Et ils ont vraiment cette phobie d'être pris entre des Alliés qui débarqueraient et une résistance omniprésente à l'arrière qui gênerait leur ligne logistique. Et donc finalement, à partir de février 1944, conscients de ce risque qu'ils courent, ils vont décider de frapper beaucoup plus fort. C'est ce qu'on appelle le Sperrerlass, un ordre donné par le commandant supérieur, commandant militaire en France, qui dit qu'à partir de maintenant, il faut massivement fusiller, massivement déporter, massivement pendre aussi. Il y a cette idée aussi de changer le mode d'exécution pour arriver à un mode d'exécution infamant. Et donc potentiellement, on peut avoir des massacres de population civile. Il y a vraiment cette idée que à partir de maintenant, on considère que la population française est complice de la résistance et donc on a le droit de ponctuellement s'en prendre aux civils. Et puis c'est aussi le fruit d'une chaîne hiérarchique, là j'ai expliqué le contexte, mais c'est aussi le fruit d'une chaîne hiérarchique. Pour qu'il y ait un massacre de civils sur le sol français, il faut qu'on ait dans la chaîne hiérarchique allemande présente sur le secteur des anciens du front de l'Est. Là-bas, sur le front de l'Est, lorsqu'ils ont envahi l'URSS, la Biélorussie, les massacres de population civile, c'est quelque chose qui était quotidien, quasi systématique. Et donc, quand ces unités-là reviennent en France, eh bien, ponctuellement, elles vont s'autoriser, la barrière mentale est brisée, ils vont s'autoriser à massacrer des civils, femmes et enfants compris. Il faut aussi, dans la plupart des cas, avoir la présence d'unités Waffen-SS, d'unités Panzergrenadier, d'unités parachutistes, des unités qui se considèrent comme l'élite de l'armée allemande, des unités qui se voient comme le dernier rempart du Troisième Reich, et donc qui vont devoir, qui, dans leur tête, doivent faire preuve de plus de dureté. Elles doivent être capables de frapper plus fort pour mettre fin aux actions de résistance. Il faut aussi des officiers qui sont des nazis convaincus, des gens qui ont adhéré au parti nazi avant 1933. Ils n'ont pas adhéré par opportunisme, ils croient dans l'idéologie nazie. Et puis enfin, la présence d'unités qui sont restées cantonnées à la lutte contre la résistance, des unités qui, depuis plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, ont eu pour ordre de réprimer la résistance. Et quand vous devez réprimer un ennemi invisible, voilà, le résistant frappe et retourne et s'éloigne ensuite de sa zone d'action, retourne dans sa base inaccessible, eh bien, ils vont finir par s'en prendre aux civils, aux personnes qu'il reste. Quand vous avez cette chaîne hiérarchique-là, conjugué à ce contexte que j'évoquais précédemment, là on a un baril de poudre. On peut potentiellement avoir des massacres de populations civiles puisqu'on a des hommes capables de le faire et un contexte qui est propice au fait de s'en prendre à des civils. C'est de la politique de terreur et surtout il faut balayer cette idée que les massacres c'est quelque chose qui est fait en remontant vers la Normandie ou sur la retraite et que c'est quelque chose d'irrationnel. C'est une politique de maintien de l'ordre par la terreur qui est pensée, qui est rationalisée. Et c'est pas ici une exécution ou une embuscade où un officier a été tué, ici un sabotage qui sont les déclencheurs du massacre. C'est vraiment une stratégie concertée de maintien de l'ordre sur le sol français en faisant la guerre aux populations civiles considérées comme complices des résistants.
Bien sûr. À ce sujet, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, mais l'altercation qu'il y avait eu la veille, est-ce qu'on a le temps matériellement de préparer ce genre d'exaction en seulement quelques heures, une nuit ? Peut-être que c'est l'élément déclencheur, peut-être que c'est ce qui va faire que tout d'un coup, à Maillé, on va avoir une opération d'une telle ampleur qui va être mise en œuvre par téléphone. Ça peut aller assez vite d'organiser. En fait, on ne sait pas à quel moment a été décidée cette opération. Il n'empêche que la ferme d'où sont partis les coups de feu, si on s'en tient au Sperler-Erlas, si on s'en tient aux consignes de l'armée allemande, c'est uniquement cette ferme qui aurait dû être encerclée, incendiée, la ferme fouillée au préalable et si des armes étaient trouvées, les habitants fusillés. La plupart du temps, les occupants de la ferme sont fusillés sans que des armes soient trouvées. Mais la répression, l'acte de représailles d'une telle fusillade aurait dû cibler uniquement le bâtiment d'où sont partis les coups de feu. Là, on voit qu'on est sur quelque chose de bien plus grande ampleur. On fait appel à 4, 5, voire 6 unités allemandes. On s'en prend à un village tout entier. On voit bien qu'on n'est pas simplement dans une réponse à des actions de résistance. On est vraiment dans un message qui est envoyé à la population et à la résistance, qui est une manière de dire: regardez ce que l'on est capable de faire si demain vous en prenez à nos troupes. Si demain on se fait tirer dessus, si demain il y a des sabotages ou autre, sachez que la réponse maintenant, ça sera ça. Et on vous fait un exemple avec le massacre de Maillé. On vous démontre que nous, maintenant, on est capable de tout. Donc maintenant, voilà, en gros, la balle est dans votre camp, quoi. Si jamais vous bougez, vous prenez le risque que des civils soient massacrés à votre place. On est dans la politique de terreur, quelque chose qui est rationnel dans leur tête. Il est normal que les habitants de Maillé cherchent à trouver et à comprendre les raisons de ce massacre. Il s'agit d'une démarche nécessaire pour accepter la disparition de sa famille, de ses amis, de ses proches. Mais en fait, d'explication, il n'y a que celle d'une parfaite banalité dans son horreur ou d'une parfaite horreur dans sa banalité. Dans la tête des ordonnateurs de ce massacre, il ne s'agit que d'appliquer une politique de maintien de l'ordre basée sur la terreur. Une politique de maintien de l'ordre destinée à faciliter le déplacement des troupes allemandes, et notamment celui de la division Das Reich, qui s'apprête à partir pour la Normandie. 3 mois plus tôt, lors du débarquement, la résistance a multiplié les attentats, notamment les attentats ferroviaires. Et elle a ainsi provoqué plus de 1000 coupures de chemin de fer afin de briser la logistique de la Wehrmacht. Et c'est pour mettre fin à cette insurrection que l'occupant recourt à la terreur un peu partout en France, à Maillé comme ils l'ont déjà fait à Tulle ou à Oradour. Le 10 juin 1944, alors qu'ils s'apprêtent à partir vers la Normandie le 11 juin, des soldats de la 2e division Waffen-SS Das Reich vont faire le point d'orgue de leur politique de terreur en Corrèze et en Haute-Vienne avec le massacre d'Oradour-sur-Glane. Ils pénètrent dans le village en début d'après-midi, village qu'ils ont préalablement encerclé, et puis ils vont rassembler toute la population sous un faux prétexte. Ils vont faire croire aux habitants qu'ils vont fouiller les habitations du village parce que soi-disant il y aurait des armes qui seraient cachées. Et une fois que la population est rassemblée sur la place du champ de foire, eh bien ils vont nasser les hommes dans des lieux clos, garages, chais, granges, et ils vont conduire les femmes et les enfants vers l'église où ils vont les enfermer. Et puis brutalement à 16h, les hommes vont être fusillés. Alors la situation aurait pu paraître très inquiétante, hein. Les Allemands venaient de mettre des mitrailleuses devant ces différents lieux clos, mais personne ne s'était inquiété. Et donc lorsque l'ordre d'exécution est donné, les hommes sont totalement pris par surprise et ils vont tomber sous les balles. Donc les hommes sont fusillés, les Allemands vont ensuite mettre sur les corps, sur les cadavres, des objets en bois, des fagots pour y mettre le feu. Ils vont incendier aussi l'intégralité du village. Et puis des hommes vont rentrer dans l'église avec une caisse. Ils vont essayer de faire exploser l'église, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, voyant l'échec de cette manœuvre, les soldats allemands vont se mettre à tirer à l'intérieur de l'église, à jeter des grenades, puis tenter de l'incendier. Ils vont mettre le feu à l'intérieur de l'église où étaient enfermées les femmes et les enfants et les brûler à l'intérieur. Donc à Oradour, il y aura 6 survivants, en tout cas 6 survivants de la population initialement rassemblée sur la place du champ de foire. 5 hommes réchappés d'une grange, la grange Lodi, et puis une femme, Marie-Ruth Roufanche, qui a réussi à s'échapper de l'église. Donc le bilan est de 643 victimes, ce qui fait d'Oradour le plus gros massacre commis par les Allemands sur le sol français et le 2e plus gros en Europe de l'Ouest. La différence dans la préparation et la mise en œuvre du massacre de Maillé est patente par rapport à celui d'Oradour.
Autant les choses semblent avoir été minutieusement planifiées et organisées dans le Limousin, autant les préparatifs de celui de Maillé dénotent davantage d'improvisation. Et cette différence n'est pas anodine. Au contraire, elle est la conséquence inévitable du fait que les unités responsables des deux massacres sont très dissemblables. Car, dans ce domaine, comme dans les autres, on ne fait bien que ce que l'on fait souvent. Alors il y a une différence notable entre Oradour-sur-Glane et Maillé, c'est le mode opératoire. On a un massacre qui semble très brouillon, désordonné à Maillé, alors que pour Oradour, les choses semblent beaucoup plus organisées, beaucoup plus cadrées. Et je crois que c'est tout simplement lié à la différence entre les hommes qui font ces deux massacres. Pour Oradour, on a affaire à alors faut me pardonner l'expression, à des experts du massacre. Les soldats de la 2e division d'Astreich, ça fait des années qu'ils commettent des massacres régulièrement, notamment sur le front de l'Est, où ils ont participé à de très très nombreux massacres de juifs ou de populations civiles. Et donc massacrer, ils savent faire. Ils ont déjà appris. Et donc, on va vraiment avoir le manuel du massacre qui va être appliqué à la lettre, avec le rassemblement des gens sous un faux prétexte, le fait de les rassurer jusqu'au dernier moment, ce qui permet, lors de l'exécution extrêmement brutale, de gagner en temps, de gagner en efficacité, d'avoir des personnes qui vont pas paniquer, qui vont pas se révolter. Les gens sont totalement pris par surprise et ils peuvent pas échapper à leur triste sort. Là où pour Maillé, le massacre a été effectué par des soldats de la 17e Götz-von-Berlichingen, précisément par des soldats du Feldersatz-Bataillon de la 17e Division Waffen-SS Götz-von-Berlichingen. C'est des soldats qui ont très probablement entre 16 et 19 ans, et donc ils ne savent pas massacrer. Même si leurs officiers ont déjà fait de tels massacres, eux ne savent pas s'y prendre, entre guillemets, et c'est ce qui fait qu'ils vont rentrer dans le village en commençant à tirer de manière systématique sur les habitants. Ce qui va faire que quelques personnes, pas beaucoup, mais quelques-unes vont pouvoir réagir, vont essayer de se cacher, vont essayer de s'enfuir, vont simuler la mort. Ce qui fait que ponctuellement à Maillé, on va avoir quelques personnes qui vont pouvoir échapper au massacre, ce qui était extrêmement difficile, pour pas dire impossible, à Oradour-sur-Glane, avec un mode opératoire beaucoup plus précis. Contrairement au massacre d'Oradour-sur-Glane, dont les auteurs ont été clairement identifiés et condamnés, ceux de Maillé sont restés longtemps inconnus. Malgré ses qualités évidentes, le travail d'enquête des gendarmes n'a pas permis d'identifier avec certitude l'unité responsable du massacre. Par défaut, on suppose qu'à l'époque, il s'agit d'un regroupement hétéroclite de militaires provenant de diverses unités, réunis incidemment par la débâcle, sans qu'on en sache davantage. Tout au plus, un nom va revenir régulièrement dans la procédure. Schluter, le lieutenant Gustave Schluter, en poste à Sainte-Maure de Touraine au moment du massacre. L'un des seuls participants à ce massacre dont on connaît le nom avec certitude est le lieutenant Gustave Schluter. Cet officier se serait entretenu très tard dans la soirée du 24 août 1944 avec un Feldwebel, commandant une formation de SS venant de Châtellerault, et seraient tous deux, avec la dite formation, partis en direction de Maillé. Le lieutenant Schluter n'est rentré à son cantonnement à Sainte-Maure que le vendredi 25 août 1944 à 13h. À son arrivée, il a déclaré à la fille Dupré qu'il venait de faire un grand malheur à Maillé, où il avait fait tuer beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. Il a été impossible de connaître l'unité à laquelle appartient cet officier, ni la direction prise par la formation SS qui a quitté Maillé dans l'après-midi du 25 août. Malgré ce témoignage accablant, rien ne se passe pour Schluter pendant plusieurs années. Ce n'est qu'en 1950 qu'un autre témoin est finalement interrogé. Et c'est un témoin clé. Il s'agit de Lucette Fortier. Lucette Fortier se présente comme l'ancienne femme de chambre de Gustave Schluter, mais en fait, bien qu'elle le nie, elle est probablement sa maîtresse. Je me souviens que la veille ou l'avant-veille de ce crime est arrivé au PC un officier allemand. Le lendemain, cet officier est parti dans les environs. Il est revenu blessé, et d'après ce que j'ai pu comprendre de sa conversation avec le lieutenant Schluter, il aurait été blessé dans la région de Maillé. Le lieutenant Schluter a téléphoné je ne sais à qui, et il a parlé très longuement. Dans l'après-midi, il m'a dit qu'il avait une sale besogne à effectuer le lendemain, sans me donner plus de précision. Le lendemain, il est arrivé des SS venant je ne sais d'où, qui sont partis avec le lieutenant Schluter.
C'est ce même jour qu'a lieu le massacre de Maillé, et j'ai la conviction que Schlüter se rendait avec les SS, mais il ne m'en a jamais reparlé par la suite. Le lieutenant Schlüter correspondait au signalement suivant: très grand, 1,85 m environ, presque chauve, mais blond, teint blême, yeux bleus, corpulence mince, je crois que son prénom était Gustave. Il m'a dit qu'il était de Hambourg. Grâce à ces renseignements, la justice peut enfin identifier Schlüter. Et il est auditionné le 27 juin 1950 par la police allemande. Je me nomme Gustav Schlüter, né le 2 juin 1907 à Kiel, nationalité allemande, fils de Friedrich Wilhelm Schlüter et de Anna, née Jacob. Marié, 3 enfants, profession représentant de commerce, demeurant à Hambourg-Langenhorn, 1 Stockflettweg, 159. À partir de mai 1944, j'étais membre de l'école de Pionniers et Stellungsbau. Auparavant, j'avais toujours fait partie d'un Landesschützen-Bataillon. Je n'ai jamais été membre d'un Sicherungsregiment. Je ne connais pas du tout la commune de Maillé, Indre et Loire. Pendant le temps où j'ai été militaire, je n'ai jamais participé à des meurtres. Je suis prêt à mettre une photo à disposition pour éclaircir les faits. La proposition de Schlüter de mettre sa photo à la disposition de la justice est en fait une ruse. Parce que, contrairement à ce qu'il prétend aux policiers allemands venus l'interroger ce jour-là, tous les témoins le reconnaîtront formellement sur sa photo. D'ailleurs, malgré les dénégations de Schlüter, le capitaine Le Sieur, le juge d'instruction chargé de l'affaire, ne s'y est pas trompé. Il a au contraire la certitude d'avoir affaire à l'un des responsables du massacre de Maillé. Il demande donc son arrestation aux autorités britanniques, car à cette époque, la région de Hanovre, dans laquelle réside Schlüter, est sous leur autorité. Mais, le 12 décembre 1950, il reçoit un nouveau rapport de la police allemande. Le 8 juillet 1950, la femme de Gustav Schlüter, Madame Eleonore Schlüter, née Federsen, a déclaré à ce service que son mari avait disparu depuis le 28 juin 1950. Son mari était comme représentant en voyage d'affaires dans la direction de Cuxhaven. Schlüter s'est donc enfui. Il s'est enfui dès le lendemain de son audition. 2 mois après, le juge d'instruction apprend qu'il se serait réfugié en zone soviétique. Nous sommes en 1950 et 1950, c'est le début de la guerre froide. L'an dernier, les Occidentaux ont permis la création de la République fédérale allemande et celle-ci n'est pas reconnue par les Russes. Au contraire, ils ont favorisé la création de la République démocratique d'Allemagne. Le divorce entre les deux Allemagnes est donc consommé et jamais l'Allemagne de l'Est n'acceptera d'extrader. C'est la raison pour laquelle les autorités n'ont jamais cherché à faire arrêter Schlüter. Et pourtant, il est très probable que celui-ci ne soit jamais passé à l'Est, et qu'il ait simplement changé de ville, et qu'il ait fait croire à son passage en zone soviétique pour égarer la justice. C'est pourquoi, le 20 février 1952, lors de l'audience du tribunal militaire permanent de Bordeaux, lorsqu'on juge Gustav Schlüter, il n'y a personne dans le box des accusés. Gustav Schlüter est condamné à mort par contumace. La contumace, à l'époque, c'est un procès sans témoin, un procès sans expert, un procès sans avocat. Il s'agit juste d'une procédure écrite. Le principal objectif de cette procédure, c'est de retarder le cours de la prescription. En effet, le massacre de Maillé est un crime de guerre, et un crime de guerre en droit français à l'époque, ça se prescrit par 10 ans. Ça veut dire que si pendant 10 ans, aucun acte judiciaire nouveau n'est effectué, alors il deviendra impossible de poursuivre et de condamner les auteurs des faits. Heureusement, cette prescription ne concerne que les crimes de guerre. En revanche, les crimes contre l'humanité et le génocide, eux, sont imprescriptibles. Et c'est sans doute en raison de ce caractère purement administratif de la condamnation de Schlüter par contumace que personne à l'époque ne semble avoir pensé à informer les autorités et les habitants de Maillé de cette condamnation, qui ne sera découverte qu'en 1995. Si Schlüter est arrêté un jour, un nouveau procès sera organisé pour le juger. Et cette fois-ci, un vrai procès, avec un accusé, avec des témoins, avec des avocats. Mais Schlüter ne sera jamais arrêté. Entre-temps, la République fédérale d'Allemagne
a décidé qu'elle n'extradera plus ses nationaux et qu'elle les jugera elle-même. Quelques années plus tard, Gustav Schluter, réapparu entre-temps, décède tranquillement chez lui, le 21 octobre 1965. En 1990, constatant que la seule personne condamnée pour le massacre de Maillet est morte, la justice allemande décide de classer le dossier. Un classement qu'à l'époque, tout le monde croit définitif. Contrairement au souvenir du massacre d'Oradour-sur-Glane, qui reste très vivace dans la mémoire collective, celui de Maillet s'est estompé des mémoires. Si les noms d'Oradour ou de Tulle viennent encore spontanément à l'esprit, d'autres au contraire ont plus ou moins sombré dans l'oubli. Gouesnou en Bretagne, Ascq dans le Nord, mais aussi Maillet. Très vite pour Oradour-sur-Glane, les autorités politiques locales vont prendre conscience du caractère exceptionnel de ce massacre, vont prendre conscience de l'ampleur, de la dimension quasi unique sur le front ouest de ce massacre, et ils vont se battre pour faire connaître et reconnaître ce massacre. Le général de Gaulle, en mars 1945, va prendre la décision de conserver les ruines à l'état de ruines comme lieu de mémoire qui va symboliser cette barbarie, et le village martyr va être classé monument historique par une loi spéciale dès 1946. On peut aussi dire pour Oradour que la médiatisation va être poursuivie avec le procès qui a lieu en 1953, le procès des responsables du massacre d'Oradour, et la polémique qui s'ensuit avec la loi d'amnistie des Alsaciens mosellans, les malgré nous qui ont participé à ce massacre, amnistie qui donne lieu à une médiatisation sans précédent, que ce soit en Alsace-Moselle ou dans le Limousin. Pour Maillet, rien de tout ça. Les autorités politiques locales ne vont pas, je pense, prendre conscience du caractère extraordinaire de ce massacre et vont évidemment reconstruire le village, évidemment venir en aide avec des actions de solidarité à la population de Maillet. Mais sur le plan de la mémoire, rien ne va être fait pour accompagner la population de Maillet. On va avoir une cérémonie qui va être organisée chaque année pour commémorer le massacre chaque 25 août, mais finalement elle se fait dans un relatif anonymat. Et puis, le procès n'ayant donné lieu qu'à une condamnation à mort par contumace, il ne va pas permettre une médiatisation de Maillet. C'est ce qui, entre autres, tous ces éléments-là conjugués, qui vont conduire à faire d'Oradour le symbole national et même international. C'est un mot qui va devenir un nom commun. On parle d'un Oradour pour parler d'un massacre. Symbole national et international de la barbarie nazie, tandis que Maillet peine à être connu au-delà des frontières du village, voire du département. Peu à peu, la France oublie le massacre de Maillet. Et pourtant, à Maillet, on n'oublie pas. Il faut dire que, contrairement à Oradour, à Maillet, il n'y a rien à voir. C'est sans doute pourquoi, lorsque nous étions enfants, notre mère nous avait emmenés, ma sœur et moi, visiter le village d'Oradour. Maman avait perdu une de ses camarades de classe à Maillet, la jeune Germaine Beck, âgée de 15 ans. Sa mort l'avait évidemment beaucoup marquée et elle se souvenait très bien du panache de fumée noire qu'elle avait pu voir, comme tous les habitants de la Haye-des-Cartes, à 15 km de Maillet, là où elle vivait à l'époque. Et elle avait voulu nous montrer l'horreur de ce massacre. Mais pour ça, elle nous avait emmenés à Oradour, car à Maillet, il n'y avait rien à voir. La France a oublié Maillet, mais à Maillet, on n'oublie pas. Par exemple, en 1989, Madame Pierrette Ricotier, qui a échappé au massacre, écrit aux éditions Larousse pour leur demander de mentionner le crime commis à Maillet dans le dictionnaire, le fameux Petit Larousse. Mais l'éditeur refuse, au prétexte que Maillet n'est pas le seul village où il s'est passé des atrocités, et que le Petit Larousse n'avait pas pour vocation à se substituer au répertoire des communes. Ceci prouve qu'à la fin des années 80, l'éditeur n'a pas conscience de la dimension extraordinaire du massacre de Maillet, qui compte parmi les plus importants perpétrés sur le front ouest. Mais à Maillet, on n'oublie pas. Et on oublie d'autant moins qu'en 1994, les archives départementales décident de faire une exposition dans la salle du conseil municipal pour le 50e anniversaire du massacre. Oui, et d'ailleurs j'insiste, vraiment c'est une initiative extérieure, c'est les archives départementales qui sollicitent la commune pour organiser cette exposition.
En fait, il y a cette prise de conscience de la part des archives départementales que, à 50 ans après le massacre, il est temps que la parole se libère et que si elle n'est pas libérée maintenant, cette histoire risque de sombrer définitivement dans l'oubli. Et donc, pour la commémoration du massacre, le 25 août, va être présentée cette exposition qui est pour la première fois une sorte d'évocation publique officielle du massacre dans le village de Maillé. Et c'est à la suite de cette exposition que va être créée l'association pour le souvenir de Maillé, l'association des survivants. Et dans le cadre de cette association, pour la première fois, les témoins vont commencer à se raconter comment ils ont vécu cette journée du 25 août, comment chacun a survécu. Il y a vraiment eu ce moment de libération de la parole où chacun a pris conscience qu'il connaissait son histoire mais qu'il ne connaissait pas celle du voisin. Ce travail a permis aussi la mise en place d'une réflexion autour de la mémoire du massacre de Maillé, a permis la création d'une deuxième exposition en 2000, toujours dans la salle du conseil municipal, ce qui a amené à ce début d'évocation de la création d'une maison du souvenir, d'un lieu de mémoire au cœur du village, chargé de raconter ce qui s'était passé. D'accord. Et nous sommes devant la maison du souvenir et il s'agit d'un des lieux du massacre. Oui. En fait, le choix a été fait d'installer cette maison du souvenir dans un lieu symbolique, le Café Métais, un des rares bâtiments du village à avoir échappé à la destruction le 25 août 1944. Et c'est aussi un des lieux forts, puisque plusieurs personnes ont été tuées à l'intérieur de ce bâtiment, notamment 5 qui étaient réfugiées dans le cellier, dans la réserve du café. Elles ont été débusquées et assassinées. Et donc la maison du souvenir a pu être installée dans ce lieu en 2006, après 2 années de travail. Entre 2004 et 2006, on a un petit comité porté par le maire de la commune, Bernard Hélium, qui s'est énormément investi pour la création de cette structure, et par Serge Martin, un des orphelins du massacre, président de l'association pour le souvenir de Maillé. C'est leur travail conjoint qui a permis à l'ouverture de ce lieu officiellement en février 2006. Le souvenir du massacre commence lentement à se réveiller. Mais c'est en 2005 que le 3e volet de cette saga judiciaire va commencer. Le maire de Maillé, M. Hélium, M. Martin, le président de l'association pour le souvenir de Maillé, et Sébastien Chevreau, historien et coordinateur de ce qui va devenir la Maison du Souvenir, font une conférence à la Maison du Land de Stuttgart sur l'invitation de 2 universitaires. C'est à cette occasion qu'un haut magistrat allemand, le procureur général Ulrich Maaß, découvre cette affaire. Il n'est pas insensible à la question puisque, depuis 1977, Ulrich Maaß est spécialisé dans la traque aux crimes nazis. Il a eu à gérer des exactions commises en Pologne, en Grèce, en Italie, en Ukraine, en Tunisie. Et c'est justement son intervention qui va relancer juridiquement l'affaire. En France, contrairement aux crimes contre l'humanité et au génocide, qui sont imprescriptibles, les crimes de guerre sont soumis à la prescription habituelle de 10 ans, celle qui est prévue pour l'ensemble des crimes. C'est pourquoi, dans les années 2000, il y a bien longtemps que la prescription des crimes perpétrés à Maillé est acquise, et que la justice française ne peut plus rien faire. En revanche, en Allemagne, les crimes de guerre sont imprescriptibles. Et c'est pourquoi, le 1er août 2005, Ulrich Maaß rouvre officiellement le dossier. Le tribunal militaire de Bordeaux n'a condamné qu'un seul criminel de guerre, le lieutenant Gustav Schluter. Et encore n'a-t-il été condamné que par contumace. Et pire encore, là où les unités responsables du massacre n'ont jamais été formellement identifiées. Et puisque des dizaines de militaires allemands ont participé au massacre, eh bien il est possible que certains d'entre eux soient encore vivants. Si, comme à Oradour, certains étaient encore mineurs au moment des faits, eh bien, ils n'auraient alors que 78 ou 79 ans. Et c'est pourquoi, en juillet 2008, accompagné de 2 enquêteurs et d'un traducteur, le procureur général Maaß se rend à Maillé. Naturellement, il est accompagné de gendarmes français. Le magistrat allemand n'a juridiquement aucune compétence sur le territoire français pour effectuer lui-même les actes nécessaires à l'enquête. Pendant 5 ans, Ulrich Maaß et ses équipes vont identifier plus de 2000 soldats allemands qui sont susceptibles d'avoir été à Maillé ou dans les environs le 25 août 1944. Et parmi ces 2000 soldats, 300 sont encore en vie. Beaucoup sont retrouvés et sont patiemment interrogés, mais rien ne permet de trouver leur participation au massacre. Un seul ancien soldat reconnaît avoir été présent à Maillé, mais lorsqu'Ulrich Maaß lui demande s'il a lui-même tiré sur les habitants de la ville, il nie. Et en droit,
Il ne suffit pas de retrouver quelqu'un qui est présent sur les lieux d'un crime pour pouvoir le condamner. Il faut aussi pouvoir prouver qu'il a lui-même participé à la commission de l'infraction. Et c'est pourquoi, 11 ans après la réouverture du dossier judiciaire, le parquet de Dortmund classe le dossier Maillet sans suite, fin 2016. Faute d'aveu, faute de preuves, la justice allemande avoue à son tour son impuissance à pouvoir identifier formellement les soldats présents à Maillet et ayant participé au massacre. Ce classement sans suite est d'autant plus dur à accepter à Maillet qu'il remet en cause la thèse alors admise de la présence d'un bataillon SS de Châtellerault lors du massacre. Malgré un recours déposé par Serge Martin, alors président de l'association pour le souvenir de Maillet et orphelin du massacre, le dossier est définitivement classé en 2018. Le dossier est classé, mais l'affaire du massacre de Maillet n'est pas terminée. Elle n'est pas encore terminée. En effet, au mois de juin 2021, un ultime rebondissement surviendra qui mettra un terme à un doute qui a plané pendant 80 ans sur l'identité des auteurs du massacre. Donc l'enquête sur le massacre de Maillet va avoir une autre conséquence inattendue pour la commune. Il se trouve que c'est à la suite de cette enquête que vont avoir lieu les premières médiatisations très importantes de ce massacre. En juillet 2008, lorsque le procureur Masse vient à Maillet pour rencontrer des survivants, faire des recherches dans les archives, prendre des photos aussi dans le village, des médias du monde entier vont s'intéresser à cette histoire. On a des journalistes, des télés, des radios qui viennent du Canada, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, qui viennent à Maillet pour s'intéresser à ce drame sur lequel la justice allemande veut essayer d'identifier les responsables 64 ans après. Et cette médiatisation est l'une des raisons pour lesquelles le président de la République, Nicolas Sarkozy, va honorer de sa présence la commémoration du massacre le 25 août 2008. Il est vraiment le premier président de la République française à venir à Maillet pour commémorer le drame. Et d'ailleurs, lors de son discours, il a longuement insisté sur la faute morale qu'a commise la France en ignorant totalement les victimes et les survivants du massacre de Maillet pendant tant de temps. En ignorant si longtemps le drame de Maillet, la France a commis une faute morale. Je le dis en tant que président de la République, les morts de Maillet ont leur place dans la mémoire nationale. C'était un geste qui était vraiment attendu de la part de la majorité des survivants. Et finalement, malgré le classement sans suite de l'enquête, on peut quand même dire que ce bouillonnement mémoriel du début des années 2000 conduit à cette marque importante de reconnaissance du 25 août 2008. Donc finalement, après le classement sans suite de l'enquête, après le fait que l'enquête se soit arrêtée sans avoir formellement identifié l'unité responsable du massacre, on aurait pu imaginer que Maillet reste un crime sans assassin, un massacre dont les coupables ne pourront jamais être identifiés formellement. Et finalement, la preuve que l'unité que nous on accuse depuis plusieurs années, la 17e Götz van Berlichingen, est bien la responsable du massacre, on va finir par la trouver totalement par hasard. En fait, je trouve que j'ai un copain, un ami, un collègue qui travaille sur un autre massacre, un massacre qui s'appelle le Bourg-Lastic, au pied du Mont d'Or, dans le Massif central. Il travaille sur un massacre et l'unité responsable de ce crime, c'est le Sicherung Régiment 1000, le 1000e régiment de sécurité. Et dans le cadre de ses recherches sur ce Sicherung Régiment 1000, il va tomber sur l'interrogatoire de soldats allemands de cette unité fait par des soldats américains en septembre 1944. On imagine la scène, des soldats américains qui font prisonnier des soldats de cette unité et puis ils vont les interroger. Et dans le cadre de son interrogatoire, un des soldats allemands dit que oui, il appartient au Sicherung Régiment 1000, mais que quelques semaines auparavant, il appartenait au Fellersatz-Bataillon 17, basé à Châtellerault. Le Fellersatz-Bataillon 17, c'est l'unité que nous, on accuse d'être responsable du massacre de Maillet. Et il dit que dans le cadre du travail de cette unité, le 23 ou le 24 août 1944, ils ont fait un massacre de population civile et incendié la population d'un village. Aux alentours de Châtellerault, des massacres de population civile et des incendies de village, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un, c'est Maillet. Alors oui, il se trompe de date, c'est pas le 23, c'est le 24, c'est le 25, mais ça nous donne, et venant de la bouche d'un soldat allemand, membre de cette unité, la preuve que c'est bien ce Fellersatz-Bataillon SS de la 17e Götz van Berlichingen qui a commis le massacre de Maillet.
Ils nous donnent même le nom d'un officier sous les ordres duquel ils ont fait ce massacre. Et donc c'est une piste supplémentaire de recherche qu'il faudra qu'on creuse dans les semaines, dans les mois à venir, pour essayer d'améliorer notre connaissance de cette chaîne hiérarchique qui a frappé le 25 août à Maillé. Si cette unité SS a été le bras armé de l'action contre Maillé, ceci ne dédouane pas la Wehrmacht pour autant. La Wehrmacht qui a de manière évidente fait une ou plusieurs victimes. Pendant plusieurs décennies, le mythe d'une Wehrmacht propre a été entretenu avant que leur participation au massacre sur le front de l'Est soit enfin très bien documentée. Mais, même sur le front ouest, même en France, leur participation à plusieurs massacres de civils est maintenant avérée. Nous savons aujourd'hui avec certitude qui a tué ce jour-là à Maillé. Pour Oradour-sur-Glane, pour Tulle ou encore à Villeneuve-d'Ascq, d'autres villages martyrs de l'époque, des procès ont eu lieu et des responsables, soldats ou officiers, ont été condamnés. Même si la plupart du temps, ces hommes ont été libérés ou ont été graciés rapidement, justice a été rendue. Une justice qui a permis aux familles des victimes de faire leur deuil. Rien de tel ne sera jamais fait pour ce qui constitue le second plus grand massacre de population civile en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le massacre de Maillé n'est plus oublié, mais il restera à jamais impuni.